Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec deux enseignants-chercheurs sur ce plateau. Professeur Nyo Baba, nous voyons le Maroc, le Rwanda ou encore l'Éthiopie qui sont présentés comme des modèles dans la promotion de ce type d'énergie. Alors, quelle est la solution miracle qui a pu marcher dans ces pays et qui n'arrive pas à l'être plutôt en Afrique de l'Ouest? On a l'impression que sur le continent, l'Afrique de l'Ouest a encore du chemin à faire. Solution miracle, il n'y en a pas. Il faut un engagement des pouvoirs publics. Il faut un engagement des chercheurs. L'engagement du chercheur, c'est qu'il doit être redevable au pouvoir public. Cela suppose aussi qu'en retour, le pouvoir public met les moyens. Il faut confier, il faut faire voir aux enseignants, aux chercheurs de manière générale, qu'il y a un cahier de charges qui doit répondre aux besoins des États. Ça veut dire qu'en retour, les États aussi mobilisent les fonds pour soutenir. La plupart du temps, nous n'avons pas de moyens pour la recherche. Les enseignants-chercheurs, heureusement d'ailleurs, que pour leur grade, ils se débrouillent, permettez-moi le terme, pour faire ce qu'ils font aujourd'hui comme recherche. Mais s'il y a des moyens venant de l'État, venant des privés ou d'autres bailleurs, il y a des cahiers de charges pour contribuer au développement du pays. Les chercheurs vont s'y engager. Alors, professeur, vous n'avez pas suffisamment de moyens, comme le dit votre collègue, pour aller dans le sens des recherches, pour promouvoir ces types d'énergie sur le continent. Est-ce que c'est cela qui explique le retard que le continent accuse? Oui, et en fait, pendant longtemps, on a vu les chercheurs comme des gens qui sont à côté du développement, alors que... Qui sont toujours enfermés dans leur laboratoire. Exactement, et donc c'est vu comme une case totalement enfermée, alors qu'on doit avoir une synergie. Et moi j'ai vu les pays anglophones, les pays dont vous parlez, les directions, les délégations ministérielles ne se déplacent pas sans les chercheurs. Vont en délégation au niveau de conférences avec quelqu'un qui s'y connaît au niveau de l'université et qui peut parler de la chose. Donc, c'est une autre mentalité qui a permis d'aller très rapidement vers des succès. Ce succès-là, c'est, comme il a dit, c'est ensemble mon effort. Chacun joue sa partition. Nous ne sommes pas là pour définir les politiques, nous sommes là pour accompagner les politiques. Mais une fois que c'est là, nous jouons notre partition pour pouvoir répondre en tenant compte de la ligne tracée par les politiques. Mais si on ne le fait pas ensemble, c'est difficile. Et il faut une collaboration. Professeur, nous l'avons vu pour le cas des énergies, de l'énergie solaire, les installations coûtent excessivement très cher. Alors vous, scientifiques, qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer des compétences locales, pour qu'on ne soit pas tout le temps obligé de recourir à l'extérieur? Les compétences locales, ça a été déjà initié. Si je prends par exemple l'université de Kara et la faculté que j'ai l'honneur de diriger, nous avons une licence de physique appliquée énergie habitat. Et cette licence professionnelle fait de l'énergie solaire. Nous avons cette année, il y a 1 an et demi à peu près, ouvert un master d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il suffit seulement d'avoir le diplôme issu de votre université? Ils font de la pratique. C'est-à-dire qu'en dehors des cours théoriques qu'ils reçoivent, des travaux pratiques qu'ils reçoivent au laboratoire, ils savent travailler sur le terrain, monter les panneaux. Bien entendu, il faut aller au-delà de ça. Et on leur a dit non, vous n'êtes pas appelés à attendre qu'il y ait un concours pour vous recruter. Vous devez pouvoir vous installer. Mais la petite faculté, combien on forme? Moins de 30. Il faut les moyens pour former suffisamment ces techniciens, comme il le disait, pour pouvoir entretenir, pour pouvoir maintenir, pour pouvoir fabriquer le matériel. Chers invités, je vais vous proposer cette expérience. Elle se déroule à Madagascar. Des femmes villageoises formées et capables d'installer, réparer et s'occuper de la maintenance des panneaux photovoltaïques. C'est plutôt extraordinaire pour leur rang. Je vous propose de suivre ce reportage. Jusqu'à fin 2017, ce village de pêcheurs isolé à l'ouest de Madagascar n'avait pas accès à l'électricité. Yolande et ses petits-enfants s'éclairaient à la lampe à pétrole.
D'abord, ça ne faisait pas assez de lumière, on ne pouvait pas travailler correctement. Et puis la fumée nous rendait malades. Les enfants n'arrêtaient pas de tousser et ils avaient les narines noircies. Mais aujourd'hui, près de 200 logements sont équipés de panneaux solaires et ce sont Yolande et 3 autres femmes du village qui assurent l'installation et la réparation des équipements. Un savoir-faire acquis en Inde où elles ont été formées en tant que techniciennes solaires. Quand on est parti, j'avais un peu peur parce qu'on ne connaissait pas ce pays. Ce qui m'a surtout impressionné, ce sont les lumières. Ah, c'était éblouissant de voir toutes ces lumières en Inde. On avait de la lumière tout le temps, non-stop. Le ventilateur marchait à longueur de journée. Pareil pour l'électricité. Il n'y avait pas de coupure de courant. Le programme a changé la vie des villageois qui continuent désormais à étudier, travailler ou cuisiner le soir venu. L'énergie solaire permet aussi de lutter contre l'insécurité. Il y a déjà eu 2 morts ici. Ils ont été tués par balle. C'est pour ça qu'on veut éclairer à l'extérieur pour voir les bandits de loin et pouvoir fuir à temps ou bien se préparer. D'ici 2030, le projet prévoit d'approvisionner 630 000 ménages en énergie solaire. Un bond en avant pour les villages concernés dans un pays où 94% de la population est privée d'électricité. Professeur Daouda Maman, comment réagissez-vous face à ce que vous venez de suivre? Moi, je suis très impressionné et je l'ai souvent dit, c'est pas tout le monde peut apprendre. Ce que l'on nous reproche et qu'on doit corriger, c'est d'être trop théorique. On ne peut pas prendre un jeune homme pendant 2 ans, 3 ans, sans qu'à la fin, il ne puisse résoudre le problème. Et donc ça interroge d'abord notre système éducatif. Il faut accepter de dire que généralement, dans notre manière de conduire, on n'a pas les moyens pour aller vers les applications. On fait moins d'applications. Et ce qui est important ici, c'est qu'on est rentré, on a laissé le vocabulaire trop théorique et on est rentré dans la pratique. Dans la pratique. On a pris des gens qui veulent vraiment apprendre et ça c'est possible. C'est possible de transférer ce savoir-faire vers les populations. Ce n'est pas la langue qui fait la technicité, c'est la dextérité. Et cette dextérité, beaucoup l'ont de façon inouïe, mais il faut pouvoir le faire. Et ils savent qu'en le faisant, ils vont contribuer à résoudre les problèmes de leur chose. Moi, je pense que c'est une école, ça nous interpelle, c'est à nous de voir sous quelle forme. C'est vrai, ce n'est pas de copier-coller qu'il faut faire, mais nous pouvons faire quelque chose. Nous avons le devoir d'ailleurs de faire quelque chose pour que nos communautés, à la base, nos villages, puissent sortir de l'ordinaire. Donc, ça nous interpelle, mais c'est le transfert, je pense que c'est... Il faut trouver la bonne forme, parce que nous, on est beaucoup plus dans la conception et tout ça là, mais pour cette partie pratique, avec les ONG et d'autres partenariats, on doit pouvoir aller vers ces genres d'initiatives. Professeur, comment réussir ce transfert de compétences pour que ce que nous venons de voir se multiplie dans d'autres pays? Parce qu'une chose est d'avoir des installations en énergie solaire, mais l'autre, la plus importante, est de pouvoir les entretenir. Comment gagner ce pari? Pour gagner ce pari, comme il a dit, il faut laisser adhérer tout le monde à la politique de mise en place de ces énergies renouvelables. Les potentiels utilisateurs doivent savoir quelle est leur partition à jouer. Si c'est nécessaire, il faut les former. On ne va pas demander à chaque technicien de se pointer dans un village chaque fois qu'il y a des pannes de venir entretenir. Donc, il faudrait que les utilisateurs, potentiellement, puissent intervenir pour les pannes, j'allais dire, élémentaires, les pannes primaires. Donc, il faut former, il faut sensibiliser les gens, il faut les amener à adhérer à cette politique. Est-ce que c'est parce que, justement, ces populations n'adhèrent pas à ces politiques souvent menées par les pouvoirs publics?
Non, en fait, moi, pour l'expérience que j'avais vue en Côte d'Ivoire, au moment où j'étais là-bas, il y avait un fonds de développement professionnel qui concernait certes les entreprises, mais une partie de ces fonds-là était destinée à aller former les populations sur le terrain directement. Vous voyez, parce que si vous voulez demander aux populations de se cotiser pour leur formation, ça va être difficile. Donc, ce fonds, c'est une des propositions, c'est-à-dire qu'il faut un peu de moyens pour permettre à ce que l'on aille sur le terrain directement, former quelques personnes comme on vient de le voir. Pour le savon liquide, par exemple, c'est pas, j'ouvre juste une parenthèse, les populations savent faire du savon liquide, ça leur permet de ne pas, au moins, d'améliorer un peu leurs revenus par rapport à ça. Mais on leur a appris ça sur le terrain. Donc, la même chose peut se faire avec l'énergie solaire telle que ça a été fait au niveau de Madagascar. Mais il faut imaginer un petit fonds d'appui pour pouvoir permettre à ceux qui vont aller les former de pouvoir au moins se déplacer pour aller le faire sur place et d'identifier les potentiels. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vite. On a beaucoup parlé, mais maintenant, je pense que si ça a été fait et que c'est possible, c'est pas possible, donc il vaut mieux quand même laisser la théorie de côté et voir les mécanismes pour aller dans ce sens. C'est vrai que le continent africain dispose d'énormes potentiels pour promouvoir ces types d'énergie. Est-ce qu'il n'y a que le solaire pour relever le défi énergétique sur le continent? Non, il n'y a pas que le solaire. Vous voyez tout ce que nous avons comme déchets que nous produisons et nous pensons que ces déchets-là, d'ailleurs, on considère ça comme un problème, alors qu'une bonne gestion de ça nous permettrait d'avoir du biogaz qui peut être utilisé pour la cuisson. Et nous avons également, comme je l'avais indiqué en temps, nous avons l'EVA qui a des graines. Ces graines-là, aujourd'hui, ne sont pas exploitées, c'est jeté. C'est des tonnes de graines. Or, l'huile issue de ces graines peut remplacer, par exemple, les huiles à moteur dont nous avons besoin. On peut fabriquer l'équivalent un peu de gasoil. C'est vrai, il y a un problème de pollution, mais les techniques des moteurs ont montré que c'est moins polluant que le gasoil. Donc, on peut avoir de l'énergie à partir des éléments que nous produisons sur place. Il y a d'autres éléments, mais moi je ne vais pas aller, puisque ce n'est pas étudié pour l'alimentaire. Donc comme ce n'est pas étudié pour l'alimentaire, pour ne pas faire une concurrence entre l'alimentaire et l'énergie, c'est pourquoi moi je pense que cet élément, entre autres, peut rentrer avec les aspects de déchets valorisés. Professeur Baba, je rappelle que vous êtes chimiste et il y a un domaine qui vous préoccupe très souvent, c'est l'eau. On peut faire le lien entre l'énergie et l'eau, parce que très souvent, dans nos pays, il n'y a pas d'électricité et très vite, on crie manque d'eau. Alors, comment est-ce qu'on peut conjuguer les efforts pour résoudre cette équation à deux inconnus? Est-ce que c'est à deux inconnus? En réalité, l'eau même est une énergie. Et comme on le disait tout à l'heure, si on exploite l'énergie solaire, par exemple, on peut utiliser cette énergie pour pomper l'eau des forages, pour pomper l'eau. Souvent, quand il y a coupure de courant, on n'a plus d'eau du forage parce que l'eau ne monte plus. Il n'y a plus la pompe. La pompe ne peut plus aspirer l'eau. Donc, oui, c'est deux choses. Est-ce que c'est une équation à deux inconnues? Non, c'est deux choses qui sont intimement liées. L'eau, sur cet aspect, est l'énergie. Il y a même l'énergie hydraulique et hydroélectricité, le cas par exemple de Nagbeto. Mais il y a un autre aspect de l'eau qu'il faut voir, c'est qu'on utilise l'eau dans toutes nos activités. Et cette énergie doit être conservée. Cette énergie doit être entretenue. C'est là, d'ailleurs, l'un des objectifs de nos laboratoires, laboratoire d'hydrologie appliquée ou laboratoire d'assainissement, sciences de l'eau et de l'environnement de l'Université de Kara. Oui, donc les deux paramètres sont liés. Ce n'est même pas une équation à deux inconnus, c'est même une équation. Et
qui doit pouvoir être résolu parce que les deux paramètres sont intimement liés. Les deux paramètres sont intimement liés. Comment est-ce qu'on peut mener cette dynamique, professeur? Non, mais actuellement, l'une des options que nous prenons, par exemple, au niveau de l'Institut national de l'eau, c'est de dire, on a même fait un prototype, on utilise l'énergie solaire et l'électronique, de manière à ce que, comme il a dit, avec l'énergie solaire, au lieu de d'utiliser la force motrice, c'est l'énergie solaire qui permet d'amener de l'eau, donc on peut améliorer. Et en plus de ça, pour la tarification, la personne paie 10 francs, on place, c'est un appareil avec l'énergie solaire, on place la carte et ça débite exactement la quantité qu'il faut. Ça, c'est une expérience que nous avons déjà au niveau de l'Institut national de l'eau. Il faut approfondir, c'était avec les Pays-Bas, une fondation des Pays-Bas qui accompagne cette action. Bon, c'est juste pour dire que l'énergie solaire va éviter à nos sœurs et mamans d'aller sous le temps être en train de faire du sport donc on appelle ça les trucs à motricité humaine, et de leur permettre de réduire cet effort-là pour s'occuper d'autres choses. Donc toute chose qui va leur permettre d'aller améliorer leur commerce, etc. Donc l'énergie solaire dans la gestion des ressources en eau, c'est bien, mais il y a les stations d'épuration. Alors, l'Afrique et les énergies propres, nous sommes arrivés à la fin de cette émission que nous avons eu le plaisir d'animer avec le professeur Daouda Maman. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi à Cotonou au Bénin. Vous êtes directeur de l'Institut national de l'eau. Merci au professeur Nyon Baba, enseignant-chercheur à l'université de Kara, doyen de la faculté des sciences techniques. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.